Bonjour, bonjour, bienvenue à tous ceux qui regardent cette émission, le kiosque sur Zouk Télévision. En Martinique, il pleut. En Guadeloupe, il pleut, il a plu. Basse-Terre a été inondée, beaucoup de dégâts dans l'île Sœur, du côté de les îles de la Guadeloupe ont été impactées aussi. Phénomène météorologique dont, me semble-t-il, personne ne s'y attendait, puisque il me semble que tout le monde a été surpris par ça. Donc bon courage à ceux qui sont encore aujourd'hui sous cette pluie diluvienne. Bonjour maître, comment ça va? Philippe Saint-Cyr, ça va bien? Oui, Tu vois, cette pluie-là t'oblige à sortir ton crocodile. Tu as ton Georges avec toi cet après-midi, ce soir. J'en ai plusieurs, les crocodiles, il faut se méfier. Il paraît qu'il y en a en Guadeloupe. Il paraît. Je ne sais pas si c'est des fake news. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas si c'est fake news. Mais ils ont dit ça, oui. ils ont parlé de ça, mais je ne sais pas. Ça va? Mais oui, ça va. On continue nos travaux de recherche. Oui. Je donne une petite actualité. Alors, on est en train de voir un peu les montants fiscaux qui sont attribués aux collectivités. Et par curiosité, mes collègues universitaires pour ces travaux, ceux qui sont spécialistes en maths, en économétrie, et habitant Casse-Pilote, j'ai essayé de savoir quel était le montant général de la taxe par rapport aux autres communes. Et bien sur les 34 963 communes, nous arrivons au 423e rang. Point final, c'est tout. Nous arrivons au combien 423e rang sur 34 963 communes. En matière de Fiscalité. Taxe foncière. Taxe foncière. Ok. Pour quelles ressources? Taxe foncière. La moyenne, on a fait la moyenne. Les dotations de fonctionnement. Je parle du taxe foncière. taxe foncière. Le Taxe foncière, paiement ah oui. global. Oui, Le paiement d'accord. global. Ah, d'accord. Et on est au 423e rang, c'est pas mal. On est en train de passer en revue ces différents aspects, notamment les rentrées fiscales qui sont... Et Fort-de-France, c'est... Je n'ai pas le chiffre de Fort-de-France. Mais je crois que nous sommes au-dessus à Casse-Pilote de Fort-de-France. Ah ouais? Ouais. Enfin D'accord. bon, je dis ça comme ça, comme élément Ok. d'actualité, parce que les chiffres vont suivre dans très très prochainement. Très bien, merci beaucoup. Bonjour Michel, rédacteur en chef du journal Justice. Comment ça va? En pleine Mais ça forme? va, très bien. Une belle coupe. Oui. Alors, en allant... Qui est-ce qui te coupe, Michel, si tu permets? Les cheveux. Les Ah cheveux. oui, je parle de Alors, cheveux. Je parle de c'est cheveux. la- Je parle de Alors, cheveux. c'est l'astuce que j'ai faite en allant me faire couper les cheveux. Oui. Et la coiffeuse m'a dit, je te coupe les cheveux. Bon. Alors, en allant Chez la me faire couper les coiffeuse. cheveux, j'ai rencontré une dame Donc, c'est qui la m'a dit de coiffeuse. dire, qui m'a confié de dire ici, sur le plateau, que ce que nous faisons est bien sur le plan de l'information des citoyens. Voilà. Merci madame, merci beaucoup. Nous essayons de faire comme on peut. Merci bien. Bonjour Charles. Absent la semaine dernière pour Oui. cause Plénière. de plénière. Oui, Absolument. ça Oui. va? Très heureux de vous rencontrer de nouveau. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et je réponds à la question que tu ne m'as pas posée. Moi, ma coupe de cheveux se fait par ma compagne. Je vais sous la douche et elle prend une grande période. Et elle me fait une coupe au carré. Point final. J'économise D'accord. 25 € chaque fois. Et puis en plus, ça n'a pas la même douceur quand c'est le coiffeur qui fait ça. Voilà, exactement. Ah oui. Tu as un problème avec ces mots-là, bébé, douceur, Ouais. tout ça? Ça te gêne qu'on dise ça? Comment vas-tu? Ça va bien? Bonsoir Manu. Bonsoir à tous sur le plateau et bonsoir aux téléspectatrices et les téléspectateurs. Non, pas du tout, pas du tout. C'est assez bien réussi. Hein, Oui. voilà. Moi, c'est ma sœur qui me coiffe, ma cousine. Et d'ailleurs, hier, hier, on Il y a était dans plusieurs une... personnes qui te coiffent. Eh alors. ben, nous, on était dans quelque chose de très traditionnel en Martinique. Les cousines, les sœurs se réunissent et se coiffent entre elles. Donc voilà, on Bien. s'est coiffé entre nous. Et du coup, on a aussi mon filleul rentre dans la danse maintenant et on le coiffe également. Bien. Voilà. Économie. Avant de commencer l'émission, franchement, je voulais parler de cet enfant mort de la dengue, 9 ans, aux Anses d'Arlé. Je crois qu'il est important de signaler ça, puisque peut-être les gens ne prennent pas très au sérieux cette histoire de dengue. Et donc faites attention à ça, puisque c'est... Alors, la dengue, généralement, on dit que c'est une dengue hémorragique. Je ne sais pas si c'est ce cas. Si, C'est c'est ça, une c'est dengue confirmé. hémorragique. C'est confirmé. Mais
Enfin, vous savez Les quelles sont les condoléances à sa précautions à prendre, famille. condoléances à la famille. C'est atroce, Vraiment. perdre un enfant de 9 ans, Ah oui, c'est non, dur, c'est hein. terrible. 9 ans, ça doit être C'est terrible. jamais dans l'ordre des choses. Donc, C'est atroce. Alors, nous allons commencer avec la démission de M. André Pierre-Louis, directeur général des services de la CTM, Gros-Morlaix. ouais. Alors, virgule remplacé, on parlera du remplacement après, mais la démission de M. André Pierre-Louis, semble-t-il, qu'est-ce que vous en pensez? Il semblerait que ça a été assez violent. Mais d'après ce qu'on m'a rapporté C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. aussi. D'accord. Oui. Moi, juste une chose. Un, c'est un monsieur qui a œuvré au sein de la préfecture pendant longtemps dans C'est le un développement préfet, je crois. économique. Il Préfet ou est préfet ou sous-préfet. sous-préfet, il a un grade de préfet ou sous-préfet. Il Gros-Morlaix. était gros Morlaix. C'est à saluer, mais Oui. Et d'ailleurs, on se croisait souvent, on se croise souvent d'ailleurs au Gros Morne, et on s'est croisés d'ailleurs pendant les périodes électorales. C'était marrant de se retrouver sur les parvis là où on allait voter. Mais au-delà de ça, je crois que c'est caractéristique de ce dont on a parlé notamment la semaine dernière, de la crise quand même qu'il y a à la CTM. De la crise aussi du service public, de la difficulté qu'il y a à gérer l'amiral CTM, de près de... Alors j'ai eu une confirmation avec les satellites, on n'est pas à 5 000, mais on a 6 000 salariés. Ouais, 6 000 salariés. Et d'ailleurs, je crois que le vice-président, enfin le conseiller exécutif David Zobda le confirme dans une émission qu'il a faite hier sur Martinique Première, pour ne pas la citer. Moi, je lui souhaite bon vent à Monsieur Pierre-Louis. Pour autant, j'appelle... ça semblait être quelque chose quand même de déjà prévu. Il sera remplacé, ça tu le dis, Oui, alors son remplaçant est déjà désigné, il y a déjà un communiqué de presse qui est passé, ce sera Jordan Eustache qui occupait jusqu'alors les fonctions de directeur de cabinet, qui est assez jeune, je crois qu'il a moins de 30 ans. Je ne sais pas si ce n'est pas des pièges, ça, pour un certain nombre de personnes, et notamment des jeunes. Moi, j'ai vu un communiqué de presse avec une enfilade de diplômes, mais pour être dans les collectivités depuis longtemps, et autour de moi, j'ai des anciens élus et des personnes qui ont géré aussi des infrastructures. La nature d'un bon management, c'est aussi l'expérience. Et 6 000 salariés, même 4 000, ne serait-ce que pour la CTM, c'est pas rien. Il ne suffit pas d'aligner des diplômes. Moi, je pense que ce sont des postes pour lesquels l'expérience... Mais on parlera de M. Stache. Voilà. Vous voulez rester un peu sur M. Pierre-Louis. Ouais. Si vous le connaissez, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, 2 ans comme directeur général des services. Et il semblerait aussi que ça faisait un moment qu'il souhaitait s'en aller. Il semblerait, mais que là, il s'est passé quelque chose là vendredi après-midi qui a déclenché cette démission, et c'était assez violent. Alors, sous l'homme, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas d'informations. Hein. Vraiment, je ne botte pas en touche. Hein. Je n'ai pas d'informations du tout, donc je ne peux pas m'exprimer sur la démission. Non, pas sur la démission. Oui, l'homme, c'est un monsieur un monsieur que j'ai eu la chance de connaître, qui a effectivement été sous-préfet à l'intégration sociale, et puis il a été aussi secrétaire général des affaires régionales en Martinique. Après, il est parti, il a eu plusieurs postes de sous-préfet en France, et il est revenu, donc, recruté par Serge Chimi en tant que directeur général des services. Donc, c'est un monsieur d'une grande courtoisie, d'une grande éducation, et voilà ce que je peux dire. Bon, je suis gêné de dire ça, mais j'ai envie d'ajouter comme les gourmandais pour l'éducation, mais bon, disons. Alors, Maître Saint-Cyr, est-ce que tu l'as connu? Non, je le connais de réputation. Il me semble que ce soit un homme compétent, très, très ouvert, et qui remplit ses fonctions de façon tout à fait normale. Mais je ne connais pas le dossier, l'information est récente, et j'ai horreur de parler sur des dossiers que bon avocat, il faut d'abord connais pas. Ben oui. Mais par contre, quand je connais le dossier, je parle. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça, bébé? Bon. Alors, Michel, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le connaître. Je vais répondre un peu comme Philippe. Bon, je ne connais pas, en dehors de quelques
rumeurs sur ce monsieur, bon, concernant ses compétences, bon, je ne sais pas. Bon, moi, je serais tenté de faire un lien entre ce qui se passe au sein de la CTM depuis quelque temps, en particulier la grève des personnels, le problème qui ont mis en cause des questions de management. Bon, mais ceci dit, est-ce que ce monsieur a donné, parce qu'il a démissionné, est-ce qu'il a écrit, il a donné des raisons de sa démission? Non. Bon, eh ben. Dans le courrier, c'est pas Donc, porté. je dirais Dominus Vobiscum. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas fait le latin à l'école? Eh bien, alors, Dominus Vobiscum, c'est une manière de dire le Dieu soit avec vous. Bien, parfait. Pour un communiste, c'est surprenant. Mais sa maman était professeure de latin. Alors, effectivement, ma mère était professeure de latin, mais surtout, j'ai été enfant de chœur. Diable. Avec Claude Lise. Ah ouais, d'accord. Ouais. On a des news. Avec Claude Lise. Et notre cas volet divin, Eh ben, l'ABA, à Port-de-France, et notre cas manger toute l'hostie. Ah ben dis donc. Eh ben, on voilà. apprend. Voilà, On en vu. apprend aujourd'hui. Lise peut venir le dire ici. Tu penses? Oui. On est... Je comprends pourquoi il te ménageait comme ça pendant les 57e que vous avez passé ensemble. Ah non, mais bon, il disait tout le temps n'étais mon pas- ami Michel Branchi. Oui, je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais nous sommes amis. D'accord. Nous sommes amis. Nous avons milité à la GEM ensemble. Nous avons été même à l'OJAM. Bon, par conséquent, c'est un camarade. Bon, on n'a pas les mêmes opinions politiques. Il est plutôt socialiste, moi je suis communiste. Bon. Il est dans la social-démocratie. Bon, mais vous avez un autre point commun. Toi, tu fais du karaté, lui, il fait du judo. il fait... Non, alors, puisque nous parlons de Claude, il a fait de l'aïkido. Ah. Et il a suivi son maître Mochizuki, quand Mochizuki a créé ce qu'on appelle le Yosekan Budo, qui est une forme de self-défense qui mélange karaté, aïkido et judo. Ben, on comprend un peu mieux Tout à fait. comment il a fait pour tenir 5 ans. hein. Et on faisait ensemble, pendant le carnaval, Ouais. le TK fait ensemble des entraînements de jeux de batelière au sac. Bien. Alors, manger aussi à zot bois divers. Et chez nous, on dit à certaines personnes, ou manger la créa ou boire l'enclan. Exactement. C'est pas. Exactement. Et ça ne donne pas la même vision du personnage. Et l'ABA, le père Huré, qui était un artiste, Oui. qui était un organiste, magnifique. un organiste de première Classe. de première classe. absolument. Et il se désespérait de voir. Alors, Bougla, c'était un type du vin. On m'appelle des autres ça. C'était un sauterne. Un sauterne. C'était un type du vin Bordeaux. Un type du vin Bordeaux. Il y a prescription, tu peux tout nous dire. C'était un type du vin Bordeaux. Bougla était désespéré quand on va décaler son. Alors, sauf un de café. Moi, du vin, me caber de l'eau. En parlant de ça, Sacrilège. en parlant de ça, très rapidement, j'ai un ami qui fait de la musique avec nous, pour ne pas le citer, Raoul Charon, enfant de cœur à Trinité, et il a fait même bagaille là. Et en plus, lorsqu'il devait servir le vin au poète, il ne voulait pas en mettre trop, puisqu'il y a eu besoin de garder. Et le poète murmurait, c'est où racheter, c'est où racheter. On croit que c'est une prière que le poète est en train de faire. Pendant ce temps, il réglait ses comptes. Alors, André Pierre, lui, est remplacé par Jordan Eustache, qui devient donc directeur général des services. Est-ce que c'est la même fonction qu'être directeur de cabinet? Pas du tout. Du tout. Alors, le directeur de cabinet a une fonction politique. Oui. Ok. C'est lui qui conseille le président au niveau politique. Et le directeur général des services, c'est lui qui a l'autorité hiérarchique sur les personnels administratifs. Ok. C'est là la distinction. Mais très souvent, j'ai connu ça à mon niveau, très souvent, il y a des conflits de compétences entre le directeur de cabinet et le directeur général. Mais les fonctions, théoriquement,
sont bien séparés et bien définis. Parce que le directeur de cabinet, des fois, veut peut-être donner des ordres aux administratifs Tout à fait. qui ne sont pas très d'accord. Même si la loi dit bien que le directeur de cabinet n'a pas à s'occuper de l'administratif. Hein. Ouais. Mais cette fonction-là, donc, directeur de cabinet, c'est un poste politique, mais on peut être viré à n'importe quel moment aussi. Alors que lorsqu'on est directeur général des services, généralement, c'est un emploi. On ne peut pas être viré comme ça. C'est un fonctionnaire, oui, mais on peut le virer, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Pas la même souplesse. D'accord. Alors, tu es le seul à pratiquer le Jordan Eustache. C'est quel homme? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour... Non, pour la... il est gourmandé, il n'est pas gourmandé. Mais écoute, c'est un directeur de cabinet qui fait des réunions, qui anime les réunions et avec lesquels on a une relation plutôt cordiale. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas s'il va m'en vouloir de dire ça, il a été mon élève au lycée de Bellevue, donc voilà, donc je me fais vieux. Donc, bien formé. Il est relativement jeune. Il a une trentaine d'années, oui. Ah ouais. Il a passé le bac 1 an après ma fille, donc il a... Voilà, il botte en touche. Alors, est-ce que, par exemple, Charles, tu continueras à l'appeler Tatache? Parce qu'il semblerait que c'est son surnom là, c'était Tatache. Tatache. Oui, Tatache. Il bulle les Tataches. Je n'ai jamais appelé Tatache, je ne le ferai pas. Parce qu'on me trouvera vite un sobriquet, c'est facile. C'est facile de trouver un petit surnom. Oui, tout à fait. Bien, ok. Alors, on va passer au deuxième sujet. Rejet de la demande de suspension en reconnaissant la langue créole comme langue officielle. Est-ce que vous auriez parié sur ça? Oui, je t'en prie. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont c'est présenté. L'intitulé, oui. D'accord. L'intitulé est tendancieux. D'accord. Oui. Alors je voudrais. Oui. Alors là, c'est l'occasion de dire un certain nombre sur le droit. Effectivement, la décision est surprenante. Hein. Bon. Alors, de quoi s'agissait-il? L'Assemblée plénière a voté une décision demandant à ce que la langue créole soit une langue officielle à côté de la langue française. Une demande. Et donnant mandat au président du conseil exécutif de transmettre cette demande aux autorités. Voilà exactement la décision. Le préfet, lui, il est aux ordres, il remplit sa mission, il est obligé de le faire, donc il attaque cette décision en demandant sa suspension, ok? Parce que non conforme à la Constitution. Bien, le problème est posé. Mais vous savez, alors, cette décision... Pardon, mais sa première attaque, c'est qu'il n'avait pas validé la transmission vers la préfecture de cette décision. Comment ça s'appelle encore? Le contrôle de légalité. Il paraît que ça avait déjà... Il n'avait pas signé, qu'il avait rejeté déjà ça. C'est possible, je n'en sais rien. Mais moi, personnellement, cette décision me remplit d'aise. Je suis heureux. Je suis heureux en tant que juriste. Parce que cette décision qui a été rendue est une décision extrêmement subtile et le magistrat, ou le tribunal qui l'a rendue, interprète le droit de façon magistrale avec un écho fort tant au niveau politique qu'au niveau de la communication. Mais je vous explique. Vous savez, le juriste, le vrai, c'est un magicien. C'est un prestidigitateur. C'est un... il ne va pas me suivre puisqu'il est dans le domaine communiste. Lui, c'est réglo. Bon, mais c'est un poète et un philosophe. Oui. Nous partons... Alors oui, c'est un débat extrêmement fort. Et la vérité n'est pas une, elle est multiple. Et en droit particulièrement. La vérité n'est pas une. Je vais me faire... c'est que mes étudiants, je les assommais en leur disant ça. Je prends 2 exemples. OK ? Vous avez une brave dame qui amène son enfant, je crois que je vous en ai parlé il y a très longtemps, en classe. Il a 5 ans. OK, il revient de l'école et sa mère lui dit « Ah, tu es content? Oui, maman, j'ai content. J'ai des copains. Là, j'en ai un qui s'appelle Mamadou. » Et la mère lui demande « Mais de quelle couleur est-il » Que répond l'enfant? « Il est vert. » Il est vert, répond le bébé. Effectivement, parce qu'il est habillé en vert, mais ce à quoi pense la mère, eh bien, lui, avec sa banque de données qu'il avait,
qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. Je prends un deuxième exemple. C'est une étude américaine. Tu as deux groupes d'individus. Il y en a un qui travaille sur les lettres et un autre sur les chiffres. OK? Et on leur donne une image, une barre verticale avec deux demi-cercles. Okay. Que répond les gens qui pratiquent les lettres? C'est un B. Et ceux qui jouent avec les mathématiques, c'est un 13. Alors, où est la vérité? Elle peut être autre part, bien sûr. Et la vérité n'est jamais une. Et ce qu'il y a de passionnant dans le droit, le vrai juriste, eh bien, il peut interpréter les textes et aller au-delà de leur interprétation et voir l'évolution qui se prépare. Cette décision du tribunal administratif, moi, elle m'a surpris. Elle m'a surpris. Parce que je ne m'attendais pas à cela. Je pensais qu'effectivement, là, de façon brutale, le tribunal aurait décidé non conforme à l'article 2, etc., anticonstitutionnel. Non, ça nous donne de l'espoir quant aux nouvelles visions que l'on peut avoir sur nos territoires d'outre-mer. Non, dit le magistrat, ce n'est pas une décision normative. C'est une décision de proposition. C'est-à-dire que l'Assemblée donne mandat au président pour demander la langue officielle à côté du français. C'est l'autorité qui est saisie. Alors ça se dit, voilà, le juge répond, mais il ne peut pas y avoir de recours pour excès de pouvoir, puisque la décision n'est pas normative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas générale. OK ? Bon, alors, que décidera la juridiction du second degré? Ça, mais bien sûr, c'est un autre aspect, bien sûr. Mais ce qu'il y a d'intéressant, ce que je voudrais que les Martiniquais, il faut qu'ils soient conscients du fait qu'il y a une évolution dans le regard que l'on peut porter sur nous et que l'on doit porter sur nous. OK? D'accord? Et ça ouvre la voie. Vous avez entendu notre président de la République, M. Macron, sur l'autonomie de la Corse. OK, la Corse, OK. Et d'ailleurs, quand j'entends il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et j'entends souvent les journalistes dire, mais ils demandent l'autonomie. Mais non, ils demandent plus d'autonomie, plus de pouvoir. Car il faut que l'on sache qu'il n'y a pas un modèle d'autonomie. Mais l'autonomie, c'est le fait d'appartenir à l'ensemble, et que l'on reconnaisse la différence et que l'on puisse avoir des pouvoirs. Alors, ces pouvoirs, effectivement, peuvent varier. Et cela donne de l'espoir quant à la vision des réformes constitutionnelles possibles, notamment la refonte des articles 73-74, refonte unique, avec la possibilité pour chaque territoire de choisir les éléments. Je voulais dire simplement que c'était une ouverture, et c'est la première fois qu'on assiste à une ouverture pareille au niveau judiciaire. Alors bien sûr qu'il va être toqué. C'est bien sûr la langue officielle du créole à côté de la langue française, c'est à l'encontre de l'article 2. Mais les juristes, ce sont des magiciens, ce sont des poètes. Et je terminerai par ça. Césaire est le plus grand philosophe que je connaisse. Je vous expliquerai pourquoi par la suite, puisque je crois que je parle trop et Bébé me regarde déjà d'un air courroucé. Donc je m'arrête, Bébé. Est-ce que ce que le président de la République a dit concernant la Corse a pu donner cette possibilité d'interprétation-là au tribunal sur cette question-là? Non, je pense pas. C'est pas ça? Je ne pense pas. Ben, oui, Michel. Le président de la République a utilisé une formule assez consensuelle. Il n'a pas reconnu le corse comme une langue officielle. Non. Il a dit que la langue, le corse, est un élément culturel faisant partie du patrimoine de la Corse dont on devra tenir compte dans l'autonomie. Bon. Donc il a pris une position intermédiaire sur la question de la langue, ce qui fait d'ailleurs pourquoi il a introduit un coin entre les autonomistes, par exemple Simeoni, et les indépendantistes Talamoni. Les indépendantistes disent que
que le président de la République a fait un demi-pas, n'a pas fait un pas complet. Bon. Mais pour revenir à la question du créole, moi je crois que nous sommes en face d'une démarche purement politicienne. C'est que... De la part de qui? De la part de M. Letchimy. M. Letchimy savait parfaitement qu'on ne peut pas reconnaître le créole comme langue officielle à l'heure actuelle, dans l'état actuel de la Constitution, sauf qu'entre-temps, Macron a fait un discours extrêmement important, dont peut-être nous aurons à parler la semaine prochaine, devant le Conseil constitutionnel, et qui engage une évolution de la Ve République extrêmement importante. Fermons la parenthèse. Bon. Par conséquent, la question qui est posée, c'est qu'il savait parfaitement que, bon, à mon avis, Serge, le préfet a annoncé qu'il fait appel. Bon, d'ailleurs, d'après ce que je crois savoir, le préfet doit faire aujourd'hui ou demain une conférence de presse pour donner son interprétation de ce jugement. Bon. Et ensuite, le problème, c'est que la langue créole est déjà, dans différents textes successifs, reconnue comme pouvant être enseignée. Elle peut être reconnue comme être promotionnée, et elle est reconnue comme pouvant être parlée. Donc, le problème n'est pas de faire reconnaître, comme veut le faire croire Letchimy, qu'il y aurait un État français qui ne reconnaît pas la langue créole, elle est reconnue. Bien. Bon, Okay. donc de s'opposer en un résistant culturel qui décroche la reconnaissance du créole. C'est faux. Bien. Bébé. Alors, moi j'ai une vision... Je me suis permis de t'appeler bébé, ça va? Je peux faire ça? Ça fait déjà un petit moment. D'accord. mais on l'a ainsi baptisé de façon définitive, c'est notre Voilà. bébé national. Ah, Très bien. bah oui, Moi, des c'est enfants. vrai qu'il y a beaucoup de monde maintenant dans la rue qui m'appelle bébé. Ah, voilà. Ah bah mais c'est bien ça. Oui. Ça prouve qu'ils regardent. Ah bon. Ils écoutent. Ils écoutent. Bon. Et d'ailleurs que beaucoup apprennent, et je suis en train de faire un travail de mémoire et je le dirai au cours de l'émission, mais il y a une dame qui m'a appelée et qui a réussi à me joindre, et en l'occurrence elle a cherché, elle a trouvé mon numéro au bureau, et pour me dire, écoutez Madame Bellé, je voulais vous dire que je commence enfin à comprendre la politique. Voilà. Donc, et donc elle nous suit et je la salue et l'embrasse et elle est metteur en scène. C'est grâce à vous. Voilà. Hein, C'est bien ça. c'est Oui, expliqué oui, ça fait autrement, de plaisir. manière compréhensible. Ça fait plaisir. Moi, je vois en revanche, parce que le communiqué, il y a eu 2 communiqués de presse, n'oubliez pas, notamment Sur. un du tribunal administratif D'accord. sur la question de ce rejet de la demande de suspension. Alors, moi, je crois qu'on a agi avec trop de communiqués. Je m'explique. On nous a dit, une délibération est sortie de l'Assemblée de Martinique instituant la langue créole comme langue officielle de la Martinique. Point. Non, mais c'est comme ça que ça a été vendu. À l'égal du français. D'accord ? À l'égal du français, à côté du français. D'accord ? C'est comme ça que ça a été vendu. Absolument. Ça a été vendu comme ça par la presse, ça a été vendu comme ça par les communiqués de presse et tout ça. Bon. Là, le juge dit quoi ? Écoutez, moi, je vois un truc assez simple. Article 1er, ils ont posé la question en débat. Messieurs et dames, êtes-vous d'accord pour que la Martinique devienne la langue officielle à côté du français, que le créole devienne la langue officielle à côté du français en Martinique? Oui. Premier point, premier article, les élus donc de l'Assemblée délibèrent sur le fait que la langue créole devienne... Troisième article, en revanche, qui, lui, n'est pas obligatoirement débattu, mais qui rentre dans une règle de droit. Le troisième article, qui n'a pas obligatoirement fait l'objet de débat, de cette délibération, dit « Pouvoir est donné au président de l'exécutif, autorisation est donnée au président de l'exécutif de présenter cette demande à la Première ministre. » D'accord ? Ce qui veut dire qu'on introduit un fait de procédure dans la délibération qui a été envoyée au préfet. Et donc moi, je pense que le préfet a été désavoué sur sa précipitation. La précipitation, c'est de ne considérer que l'article 1er de la délibération
de l'Assemblée de Martinique, qui dit le créole, les élus de la Martinique décident que le créole, patati patata, et de ne pas avoir considéré l'article 3, qui dit, après que la demande ait été présentée à la Première ministre. Et le juge, en cela, pour moi, est très efficace. Il prend donc la délibération dans son entier, donc avec une vision que l'on pourrait dire holistique, donc c'est-à-dire générale. Il dit, mais c'est juste une... il annonce ce qu'ils vont demander à la Première ministre. Donc, pour l'instant, rien n'est institué. Et rien ne sera institué d'ailleurs si la Première ministre elle-même n'instruit pas la demande. Donc, pour que la Première ministre instruise la demande des élus de Martinique, il va falloir donc passer par une réforme constitutionnelle, et on n'y est pas. Donc, à mon avis, le préfet s'est précipité, et peut-être qu'il va faire appel, mais il va probablement, à mon avis, perdre son appel, parce que si le fait de droit regarde la délibération dans son ensemble, en tout cas, c'est comme ça aussi que le tribunal administratif, c'est la réponse du tribunal administratif. Hein. Le tribunal administratif dit, nous, on a regardé toute la décision, et pour nous, le premier article ne peut pas être vu seul. La délibération est entière. Quand on nous a demandé on nous demande l'annulation ou la suspension de la délibération, du coup, c'est ça la question. C'est est-ce que c'est de l'article premier. Ok. Bon. De l'article premier. Eh ben, en tout cas, lui, il dit. Moi, c'est ce que je retiens. Le juge administratif dit, pour débouter donc pour donner tort au préfet, il dit, écoutez, moi je vois qu'il y a un premier article, mais je vois surtout qu'il y a un troisième article qui dit que ce sera le préalable à la mise en place sera de toute façon la manœuvre, en tout cas l'obligation pour le président de demander. Un mot, voilà. Il n'a pas demandé l'annulation. La suspension. Moi, continue, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Il a demandé la suspension. Alors, lorsqu'on analyse cette demande-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même pas le droit de demander. Je n'ai pas le droit de demander. Donc, le préfet indique qu'on n'a même pas le droit de demander. Il y a quelque chose quand même d'assez... d'assez... Cavalier. Humiliant au cavalier. Tu dis qu'il a été vite, je ne sais pas. Mais c'est cette demande qui est faite. Non, vous n'avez pas à demander, car c'est déjà contraire à la Constitution. Et le juge, magistral juriste, a retoqué cette position-là. C'est la suspension qu'il a demandé, pas l'annulation. Excuse-moi. Tout a été tellement bien dit, avec beaucoup de passion. Moi, je souscris à tout ce que j'ai entendu. Je souhaiterais simplement dire, Béatrice disait qu'il fallait effectivement sans doute procéder à une révision de la Constitution. Bon, c'est tout un autre programme. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Cependant, se poser la question de savoir s'il fallait le faire du point de vue du contexte, de la chronologie, etc. Moi, je suis bien content d'avoir voté cette loi. Cette délibération. Lapsus révélateur. Hein. Je suis bien content d'avoir voté cette délibération. Je le disais parce que le principe de la diglossie qui a toujours minoré le créole fait que le créole aujourd'hui est manifestement un élément fondamental de mon être. Il doit, de ce fait, être reconnu à l'égal du français. Maintenant, toutes les difficultés matérielles qui vont avec, c'est-à-dire traduction des textes, etc., notamment des articles de loi, enfin, tous les textes qui régissent notre vie, tant dans les collectivités locales... L'enseignement des mathématiques l'enseignement, et de l'économie. Tout. Bon. Mais, personnellement, je suis content d'avoir voté cette délibération-là, parce que j'estime que reconnaître le créole à l'égal du français n'enlève absolument rien au français, à la pertinence du français, à la France, ça n'enlève rien. Et je trouve que la formule République unie et indivisible me convient mieux que République une et indivisible, parce que le monolithisme qu'on connaît à la France, avec cette histoire de jacobinisme arc-bouté sur des principes, j'ai envie de dire, parisiens et centralisateurs. Bon, à un moment donné, ça fatigue. Alors je veux simplement rappeler que fin des années 60, Philippe et Michel ont sans doute ça en mémoire, le général de Gaulle a démissionné parce que dans sa question au référendum, il posait
en 69, il posait la question de savoir si les Français étaient favorables à une forme de décentralisation. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une idée de gauche essentiellement, c'est aussi une idée de droite, et de quelle droite, hein, si De Gaulle a été de droite, hein, je ne sais pas, on ne peut pas qu'il était de droite et de gauche. Et puis je veux aussi ajouter que à l'époque, il n'y avait pas de souci, parce qu'on soupçonne le président Macron d'avoir des velléités, j'ai envie de dire, autonomistes vis-à-vis des territoires, de plusieurs territoires, parce que nous sommes en période de disette budgétaire et que nous avons dépassé à l'EGOM les 3 000 milliards d'euros de dette. Et bien dans les années 60, fin des années 60, De Gaulle, on était en plein dans les 30 glorieuses, il n'y avait pas de problème d'argent, et pourtant ça lui était venu. Donc c'est une corde à l'arc de l'autonomie qu'est le créole, et moi je suis tout à fait favorable et je suis content de cette décision du tribunal administratif. Un petit mot, Michel. Non, mais je pense que l'essentiel, les arguments ont été échangés. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Par contre, je vais attirer l'attention sur une chose. C'est que dans son communiqué, dans sa réplique au préfet, parce qu'il faut voir les dossiers, il y a la décision du préfet qui fait 3 pages quand même, et qui est argumentée, et qui rappelle opportunément ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a différents textes de loi de la République française et de la communauté européenne qui reconnaissent déjà. Donc on ne peut pas faire comme si le créole n'est pas reconnu. Bon, premièrement. Et deuxièmement, dans sa réponse au préfet, en créole et en français, Letchimy dit que la France ne reconnaît pas le créole, ce qui est faux. Et troisièmement, moi je crois qu'il faut sortir de ce débat de manière positive. Ce que je vois, moi, c'est que le fameux dogme dont tu as parlé, la République une et indivisible, est en train de vaciller. Voilà. Est en train de vaciller. À travers, les propositions qui sont faites à la Nouvelle-Calédonie. Donc, nous allons publier ça dans la justice la semaine prochaine. Hein? Ok. Bon. À travers les propositions faites à la Corse et à travers la récente intervention de Macron devant le Conseil constitutionnel. Ok? Bon. Et ce que nous réclamions dans les années 60, nous, ici en Martinique, et notamment à travers la Convention du Morne Rouge, est en train de poser mon bouger. Et assez paradoxalement, je m'excuse, c'est plutôt la droite. Ah. Oui, Chirac, 2003, après la déclaration de Bastère. C'est plutôt la droite qui fait avancer l'idée d'autonomie et de décentralisation. Et De Gaulle. Bon, et De Gaulle. Les plus jacobins dans l'arc politique français, c'est la gauche, les socialistes et les communistes. Ça fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Mais oui! Tu reconnais certaines choses. Non, pourquoi? Mais non, mais ça, faut comprendre l'histoire politique de la France. L'histoire politique de la France, c'est la révolution de 1789. Et la gauche, ce sont les montagnards. Et qu'est-ce qui était opposé à eux? C'est les royalistes. Les royalistes voulaient s'appuyer sur les provinces pour démembrer la République, pour empêcher à la République de s'installer. Donc, il y a une tradition de gauche qui est jacobine, mais qui est une tradition de gauche, d'unité de la République. Oui. Et qui, de ce point de vue-là, aujourd'hui, est devenu son contraire. C'est-à-dire que, par exemple, c'est anormal que la gauche ne reconnaisse pas qu'il y a une identité corse, comme il y a une identité martiniquaise, guadeloupéenne. Bien. Donc voilà. 2 mots, Béatrice, et on va passer à notre sujet. Rapidement, mais c'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier là que dans les... puisqu'on a parlé d'autonomie, qu'on parle de langue, et qu'on a parlé d'Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier quand même que lorsqu'il a cité la Corse, tout de suite après, il est allé aussi sur la question des territoires d'outre-mer, auxquels il faut donner désormais
une forme particulière. Enfin, il a quand même ouvert sur la réforme constitutionnelle. Et puis, encore une fois, je reviens parce que autour de moi, j'ai des personnes qui ont une forte formation politique et qui font rapidement le lien et donc à qui on n'a pas, et même moi, besoin de l'expliquer. Mais il faut revenir sur les fondamentaux qui ont été ceux de la culture politique qui est la nôtre. Le principe, une langue, un peuple, une nation. Cette délibération, et on l'a dit la dernière fois, c'est un acte politique. Moi, je préfère qu'on dise que c'est un acte politique, d'ailleurs. Je préfère qu'on dise que c'est un acte politique plutôt qu'un combat avec le préfet. Parce que le préfet, en fait, il n'a rien à voir là-dedans. Le préfet, c'est un fonctionnaire qui applique la loi. D'exécution, en plus. Qui a un tout petit peu plus de pouvoir. Voilà, oui, il a une autorité. Oui. Mais qui applique oui, il a plus de pouvoir quand même dans les Outre-mer. Mais bon, qu'importe, ça reste un fonctionnaire. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ce principe, une fois qu'on a voté le drapeau, une fois qu'on a voté la langue, c'est quand même de rentrer dans ce principe de dire, attention, voilà, nous prouvons par des positions politiques que nous sommes un peuple. Et parce que nous sommes un peuple, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons revendiquer, notamment relatives à notre identité, notamment relatives à notre géographie, parce qu'on peut élargir après fondamentalement. On élargit aussi au territoire. Bon, donc je crois qu'il faut le dire précisément, ce n'est pas une bataille juridique à gagner, c'est une bataille politique qui est menée et qui est, non mais juridique dans le sens, parce que je veux pas qu'on en fasse du juridisme une espèce de combat, machin, il faut le répéter, c'est une position politique que les élus ont prise. Et heureusement qu'il n'y a pas toujours que des positions pratiques, qu'il y a des positions politiques qui du coup peuvent donner lieu à débat. D'accord ? Mais il ne faut pas faire passer ça comme un fait de droit positif, c'est-à-dire que c'est pas avocat contre avocat, c'est une position politique tenue par des élus et pas seulement les élus de la majorité. N'oublions pas que cette délibération a été prise à l'unanimité, moins une voix. Donc l'opposition l'a voté également. N'a pas voté. Une abstention. C'est une abstention, oui. C'est le maire de Saint-Esprit. Républicain. Oui, je voudrais dire quelque chose. Je ne te contredis pas, bébé. Mais il est je répète, et je n'ai pas insisté sur ce point, cette décision a une portée extrêmement forte au niveau politique. C'est non, je tiens à le dire. Le droit est aussi important. Je veux dire par là que vous allez voir les réactions à partir de cette ouverture juridique visant à contrecarrer la requête du préfet. Okay ? Et je sais que ça aura une portée. Donc, effectivement, c'est un combat politique qu'il ne faut pas ramener à un combat entre le président du conseil exécutif et du président. Ça n'a rien à voir. Okay ? Mais c'est un combat de fond. Et moi, je suis persuadé, je partage l'avis de Michel, il y a une évolution qui se fait dans le droit. Que vous prenez le droit européen, vous prenez le droit interne, vous allez dans les nouvelles propositions de décentralisation, il y a effectivement là un mouvement qui se met en marche et il nous appartient, nous, de prendre notre place dans cette démarche. On est quand même dans les 3DS, dans la décentralisation, ça fait là 15 ans qu'on entame à une marche assez active, avec des bâtons, parce qu'il faut la suivre. Je peux vous assurer que dans les collectivités, parfois on s'arrache les cheveux sur les nouvelles réglementations de décentralisation, parce que parfois elles s'imposent presque à vous aussi. On a vu quand même des territoires qui se retrouvaient, notamment avec les lois GEMAPI et tout ça, avec des nouvelles compétences en matière d'eau, en matière de gestion des cours d'eau et tout ça. Voilà, la nôtre, qui n'était pas cousue de fil blanc. Mais tout ça pour dire, et il ne faut pas oublier les délibérations également prises par l'Assemblée des régions de France, dont d'ailleurs à l'époque le président Alfred Marie-Jeanne a été président, vice-président, me semble-t-il, et qui portait déjà, et dont la présidente est Carole Delga, aujourd'hui maire, présidente de la région Occitanie, qui porte vraiment
l'idée d'une décentralisation poussée. Et j'ai envie de dire qu'à chaque fois d'ailleurs que ces élus locaux parlent, alors que ce sont des élus locaux hexagonaux, eh ben, il n'est pas rare qu'ils citent les principes d'autonomie qui ont été d'ores et déjà discutés sur nos territoires. Il n'est pas rare qu'ils parlent des Outre-mer pour parler de l'autonomie à laquelle eux-mêmes, en France, veulent aspirer. C'est-à-dire dire, on ne peut plus faire du développement, on ne peut plus faire de la politique avec une vision générale comme si tout pouvait se faire partout de la même façon. Il faut regarder les spécificités et qui mieux que les élus locaux pour connaître les spécificités de leur territoire. Très bien, une question dans tout ça. Est-ce que l'Europe ne peut pas aussi s'engager dans ce genre de combat? Lié. Mais les autonomies espagnoles, les Länder allemands, il y a pas mal enfin, j'ai même envie de dire que c'est davantage que la décentralisation. Là, ce sont vraiment des États fédéraux. Enfin, Pratiquement. Oui, voilà. Donc, ça dépend effectivement. Mais les Länder, ils ont un budget, ils ont un fonctionnement, ils ont énormément de... Tandis que la décentralisation à la française, les pouvoirs régaliens, entre guillemets, du roi, c'est-à-dire les pouvoirs qui reviennent à l'État, je rappelle rapidement le fisc, la douane, la défense, la monnaie, la justice, la police, et puis les affaires étrangères, demeurent à l'État. Hein. Quand on parle d'autonomie, on parle d'une gestion rapprochée des problèmes qui touchent le territoire. C'est ça l'autonomie. Mais juste pour l'Europe, ne pas oublier quand même, tellement que l'Europe y a pensé comme ça, ne pas oublier qu'on fait quand même depuis près de 20 ans des programmes opérationnels qui sont discutés par les territoires. C'est-à-dire qu'on demande aux territoires d'avoir leur propre stratégie pour les fonds européens. D'accord ? Et donc de définir les actions prioritaires qui devront être subventionnées. Et je répète, nous poquons bon. Bien, Michel. Oui, non. Très court. Pour aller, Il faut qu'on passe à autre chose. dans le sens de ce que disaient mes prédécesseurs, mais Charles notamment. Le fait est, c'est que les États européens vont très loin. C'est que, par exemple, je pense à l'exemple à l'Espagne, les communautés autonomes espagnoles ont un véritable pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir normatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent édicter intervenir dans la loi. Oui. Bon, par conséquent, un des points importants de l'autonomie qu'envisage Macron pour la Corse, c'est dans certains domaines de donner un pouvoir normatif. Bon, donc, et ça fait partie. Parce que si tu ne peux pas modifier la loi, je prends l'exemple dans mon domaine, l'économie. Si tu ne considères que le développement économique en Martinique, ce n'est que simplement la défiscalisation. C'est-à-dire permettre en gros, de pouvoir investir. Parce que c'est ça la défiscalisation. Pour défiscaliser, il faut avoir des bénéfices. Pour défiscaliser, il faut payer des impôts. Bon, il faut payer des impôts. Bon, oui, tout simplement. Le principal, c'est 1,3 milliard dans le budget des DOM. Le principal action de développement de la France dans les départements d'outre-mer, c'est la défiscalisation. Si nous ne pouvons pas changer ça, et nous n'avons pas, nous, collectivités d'outre-mer, de droit de regard sur la défiscalisation, je peux le dire, le directeur des finances publiques décide d'attribuer ou de ne pas attribuer à tel ou tel dossier son aval, à 200 mètres de vol d'oiseau de distance, la CTM n'a rien à voir. C'est une absurdité en matière de développement économique. Voilà. Très bien. Alors, puisqu'on parlait des États, pour que les gens comprennent bien, je faisais référence aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plusieurs États. Exactement. Donc, je ne sais pas si la France ira un jour aussi loin. Non. Mais et pourtant, lorsque il y a des choses qui doivent s'engager, l'ensemble des États-Unis ils font encore ensemble. Enfin bon. Non, mais le piège, c'est ça. C'est comparaison n'est pas raison. Et comparaison, alors, en plus, au niveau européen, et chez l'occidental européen, c'est assez courant. C'est-à-dire qu'on compare en plus des masses qui ne sont pas les mêmes. Écoutez, la France, c'est 66 millions d'habitants. Hein. Les États-Unis, c'est 800 millions. 300 millions, pardon. Donc, j'ai envie de dire, on ne parle pas du même... De la même chose. Ouais. Mais sur le principe. Oui, sur le principe ça serait quand même, plus l'Allemagne, du coup. Sur le principe, quand même, je parle de deux États. Dans la Constitution
économique et social est proche, c'est Hawaï, qui est de proche de nous. Hawaï, c'est une île qui est basée sur l'industrie sucrière. Et puis, il y a Porto Rico. Bon, ils ont quand même des franchises. On appelle ça Césaire appelait ça des franchises dans son langage, langage de l'époque. Hein. Ils ont des franchises qui sont relativement larges par rapport à nous. Nous sommes des territoires qui ressemblent nous sommes des dinosaures dans la Caraïbe. Mais quand on entend que Porto Rico, c'est un État associé. C'est un État associé. Alors, ils ont effectivement des pouvoirs supplémentaires, mais au niveau de la solidarité, les choses ne sont absolument pas identiques. Confère les derniers événements climatiques qu'il y a eu. Il a fallu une décision exceptionnelle de Trump pour pouvoir venir au secours de Porto Rico récemment. Alors, avant de parler de l'autre sujet, les sénatoriales, le maire de Trinité, quoi? Je vais passer à un autre sujet, j'en parle pas. Allez, continue. Pour les sénatoriales, donc le maire de Trinité, inutile de rappeler que c'est une ville socialiste. Vous avez connu Blanguidon. Était. C'est la question que je l'ai posée la semaine dernière. Était, d'accord. Donc, M. Blanguidon, M. Monscou, M. 30 ans quand même. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, parce que comme il y a maintenant l'alliance, est-ce que c'était annoncé que M. Buval serait dans le camp de M. Macron? Parce que moi, je n'ai pas entendu ça. Et là, je suis un petit peu surpris. Mais bon. Mano, je t'ai déjà dit que tu me fais penser à un grand écrivain français qui s'appelait Voltaire. Et Voltaire avait un personnage qui était le Huron. Le Huron, c'est un Indien qui venait d'Amérique et qui arrivait en Europe et qui était surpris de voir les mœurs. Il posait des questions. Mais comment se fait-il que vous buvez du vin? Bon. Et tu poses une question. Est-ce que M. Buval, il était prévu qu'il aille rejoindre Macron? Mais non. C'est un jeu de mots, là. Mais non. M. Buval est membre d'une alliance politique avec le PPM, qui s'appelle Alliance. Et d'après ce que j'ai compris, et ce que nous a expliqué Séminon nous a dit qu'il a découvert qu'il y avait un accord de désistement le jour même on lui a dit de se retirer. D'accord. Entre les deux tours. Entre les deux tours. Mais là, il y avait un accord de désistement au sein de l'Alliance qui prévoyait que celui qui arrivait derrière devait se désister au profit de celui qui est arrivé avant. Mais celui qui allait au fond ne savait pas ça. Et voilà. Mais lui qui devait se désister, il ne le savait pas. Ok. Bon. Mais ça explique quelque chose parce que M. Nestor Azéo, maire de Sainte-Marie, il est aussi macronien, il me semble. Mais bien sûr. Ah oui. Mais donc toute cette alliance-là, elle est dans tous les sens finalement. Mais, enfin, je dis ça, c'est vous qui dites, hein. Non, mais bon, parlons bien, et surtout sans langue de bois. Moi, j'aime bien M. Buval. Hein. Alors, oui, mais tout le monde l'aime bien, c'est pas le problème, on n'a pas à avoir de la détestation. Voilà. En revanche, il me semble que... moi, je l'ai eu. Je l'ai appelé, d'ailleurs. Je l'ai appelé pour lui demander ce qu'il va faire. Mais d'ailleurs, j'ai posé la question à beaucoup de personnes, et notamment à des gens de la presse, pour leur dire, mais pourquoi vous ne posez pas la question? Vous avez fait des interviews de différents candidats au sénatorial, posez-leur la question de savoir dans quel groupe ils vont siéger. J'ai du mal à croire que personne ne se doutait, parce que pour ce qui me concerne, je m'en doutais, mais je le craignais. Ok ? Je le craignais pourquoi ? On rappelle que tu es socialiste. Je suis socialiste. Et je le craignais pourquoi ? Je le craignais parce que, du coup, par cette scission entre la Trinité, à la tête de laquelle M. Buval est, et le parti, il y a également un fait d'histoire qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a retiré à la Trinité le fait qu'elle ait été la ville française la plus anciennement socialiste, sans discontinuer. Oh là. D'accord ?
Ouais. OK? Baglido. Sans discontinuer. Bon. Donc ça peut faire mal, déjà, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on rompt un fait d'histoire qui était plutôt un fait positif. Deuxièmement, et il y a des images, et il me semble qu'on en a une, qui montrent que M. Buval avait déjà pris son parti, et notamment au moment de la campagne présidentielle. Il y avait une réunion à Sainte-Marie. Il me semble qu'il y a une image qu'on a. Oui. On a cette image d'une affiche avec donc en tête le président Macron, c'était le logo. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. D'accord. Et quand on regarde là, en mi-temps, troisième ligne, il y a marqué Frédéric Buval. Il y a marqué le 2 avril, Emmanuel Macron avec vous, Sainte-Marie, Maison du Bellay, samedi 2 avril, c'était année présidentielle. Hein. Donc on a Lydia Beaulieu, Bruno Nestor Azero, Ralph Monplaisir, Christian Raffa, Joseph Perras, Luc Louison Clémenté, Frédéric Buval, Philippe Joc, Jean-Baptiste Rotzel, Olivia Ferreira, je crois, Thierry Maréchal, Thierry Lézel, 3 petits points. OK? Bon, ben les moulins qu'a dit là, côté yoyé. Tu mets pas ton nom sur un truc avec vous, Macron, si, ou pas Adam. C'est tout, terminé. Comme quoi, il faut lire les toutes petites lignes. Hein. Ce qui aurait pu changer, c'est pour ça que moi je l'ai appelé, que je lui ai demandé, et je lui ai dit quand même, c'est vrai, je lui ai dit, s'il m'a menti, de te mentir après moi, ou avant moi. Avant. Je lui ai dit, je pense qu'il ne faut pas que quand même tu oublies ce que tu dois aux socialistes. Au Parti socialiste. Je lui ai précisé par ailleurs que c'est le premier groupe de gauche, s'il est encore un homme de gauche. Je le lui ai dit, si tu es encore un homme de gauche, c'est quand même le premier groupe de gauche au Sénat. Avec qui en plus, où tu pourras rejoindre Catherine, dont le plébiscite montre que elle serait satisfaite de ce groupe, malgré le fait qu'elle ne soit pas non plus toujours, en tout cas pour ma part, en phase avec ce que moi je qualifie de position et de politique de gauche. Mais c'est pas grave. Bon. Et il m'a dit qu'il ne savait pas encore où il allait aller. Il a couru le bruit qu'il allait aller peut-être au groupe communiste, d'accord ? Et puis pour faire ça, alors je dis, pourquoi je suis un peu agacée ? Parce que sur 5 sénateurs, pendant que les gens sont là, ouais, il faudrait un groupe des élus d'outre-mer et tout ça. Sur 5 sénateurs que nous avons pour les Antilles, Martinique et Guyane, 3 sont allés siéger chez les macronistes. 3. Ok ? C'est énorme quand on voit les chiffres que fait Macron ici. Et après, on va me dire, ça respecte l'idée du peuple ? Non. Ce n'est pas un respect, et moi j'en veux à l'Alliance de ne pas avoir dealé sur la question du groupe. Faut arrêter là aujourd'hui de faire les lapins de 6 semaines. On savait pas. Mes premières questions qu'a posé Bougla, c'est côté qu'à aller. N'importe quoi. Désolé de t'avoir embêté comme ça. Charles, un mot sur ça ? Un mot dessus. Je ne vais pas laisser transparaître mes sentiments. Je vais simplement. Tout mon soutien. Je vais simplement rappeler quelle a été la politique de Macron. Il a supprimé l'impôt sur la fortune pour la remplacer par l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu as un appartement qui coûte cher, qui vaut de l'argent parce que tu as fait un héritage, eh bien, tu paies plein pot. Tandis que par contre, si tu as des actions ou tu as des tableaux, etc., qui sont des placements financiers, tu ne paies rien du tout. Il a supprimé la progressivité de la fiscalité sur le bénéfice du capital. Il a fait une sorte de flat tax qui est environ 30%. Et puis, tu peux gagner de l'argent tant que tu veux sans être solidaire vis-à-vis de la nation par rapport à tes bénéfices. Il a décidé de baisser l'aide personnalisée au logement de 5 € par mois pour les étudiants. 5 € par mois pour des gens qui vivent difficilement. Il a imposer la réforme des retraites, alors que, manifestement, le peuple était contre. Il a, grâce à lui, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 68% depuis qu'il est là. 68%. Je parle des milliardaires, millionnaires et milliardaires. Sa théorie du ruissellement ne marche pas.
Quand on donne 1 million d'euros à quelqu'un, cette personne va faire du tourisme, cette personne va partir à Dubaï, pas en tout. Elle ne viendra pas en Martinique. Quand on donne 1 000 €, 1 million d'euros à une personne, quand on donne 1 000 € à 1 000 personnes, on est sûr que les 1 000 € à 1 000 personnes restent sur place. C'est une démonstration qui est vraiment keynésienne, en fait. C'est la politique de la relance. Enfin, c'est tout à fait basique. Nous allons voir ça tout à l'heure avec le dossier sur la pauvreté. Tu vas voir ça tout à l'heure. La relance par la demande. La relance par la demande, pardon. La relance. Et donc, quand je fais ce tableau-là, je présente aussi le panorama des socialistes écologistes et républicains que Patrick Caner, président du groupe, préside avec talent. Ils ont bataillé sur la réforme des retraites. Ils ont bataillé sur la concentration des médias pour essayer de voir qui possède quoi de manière à ce qu'il n'y ait pas un biais cognitif chez les Français, de manière à ce que les Bolloré, enfin les gens qui ont la presse, Arnaud, etc., ou les médias d'opinion. C'est eux qui ont levé le lièvre du fonds Marianne, qui ont fait Chiappa tomber. C'est eux qui se sont battus aussi pour les dossiers sur les fonds et les abus de confiance, etc. C'est un groupe qui est vraiment actif et puis c'est un contre-pouvoir nécessaire. Hein? Alors quand j'ai dit ça, personnellement, je ne comprends pas. Très sincèrement, je ne comprends pas, intellectuellement, je ne comprends pas le choix de certaines personnes. Est-ce qu'ils sont maires de Neuilly? Est-ce qu'ils sont maires de Paris? Ou est-ce que c'est une municipalité très riche? Je ne vois pas autant de richesse en Martinique. Hein. Et pour dire la vérité, quand on est de droite, c'est qu'on a énormément de capitaux, c'est on boursicote, on a des placements financiers. Un riche, pour moi, c'est pas quelqu'un qui, comme toi, travaille 60 heures par semaine, même si tu as un bon salaire, c'est pas être riche. Si tu te défonces, que tu ruines ta santé à travailler pour avoir un train de vie confortable, ben, ça t'appartient, mais tu travailles énormément. Un riche, pour moi, c'est un rentier. Je ne vois pas, en Martinique, en dehors des grands groupes et des richement possessionnés, comme on disait à l'époque, hein, pour continuer dans ta métaphore césarienne, richement possessionnés, qui peuvent voter à droite. Moi, je ne vois pas comment on peut, aujourd'hui, s'inscrire dans un groupe de droite. Et ça me pose un problème. Il n'est pas seulement affectif, hein, il est intellectuel. Tu sais que vraiment j'ai un problème de compréhension pour notamment l'engagement politique de ces gens-là. Et quelque part, je me dis, j'ai toujours pensé ça, hein, le Sénat tralala. C'est-à-dire que, bon, pendant très longtemps, on parlait du fait de supprimer la Chambre haute, quelque part, hein, puisque c'est autant trahir la démocratie en Martinique. Eh bien, moi, quelque part, je me dis, est-ce que le Sénat, c'est une représentation démocratique? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Philippe? Oui, je partage les avis, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Alors, effectivement, qu'est-ce que vous pouvez poser? Monsieur Vival n'a pas dit où il allait. Il n'a jamais répondu à la question, il n'a jamais dit. Donc, il n'a pas, au niveau du droit, j'ai rien à dire. Au niveau de la morale, non, pas tellement. Au niveau de l'éthique. Si, l'éthique politique. Bébé, je conserve le silence. C'est deux mots que je prononce, mais je dis au niveau de l'éthique. La beauté philosophique, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et quelque chose qui ne va pas du tout, parce que moi, je l'ai écouté religieusement. Il s'est expliqué. Et il est allé dans ce groupe-là pour être efficace. Mais qu'il conserve son libre arbitre. Ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai entendu. Alors là, j'avoue que là, ça me pose un sérieux problème. Si effectivement, nous avons des représentants qui n'ont pas de vision politique de notre développement et que c'est l'efficacité pour qui? Pour nous ou pour lui? Et je trouve ça, effectivement, c'est pas beau. Je trouve qu'une pareille argumentation, c'est de la laideur philosophique. Michel. Bon, alors, je crois que tout ce qui a été dit sous les différents angles concernant cette décision. Bon, mais moi, je vais revenir un petit peu sur l'aspect quand même moral. L'aspect moral. Bon.
le problème de l'alliance entre différentes forces, bon, c'est un problème qui va être réglé par les forces qui font partie de cette alliance. Bon. Mais d'un point de vue purement démocratique, je crois que nous avions pris au Grand Assemblée la décision de n'accorder notre soutien à aucun des candidats. Et ce qui s'est passé confirme que nous avions raison. Parce que nous estimions qu'il n'y avait pas d'engagement clairement sur un choix politique, une orientation politique dans cette élection. OK? Bon. La deuxième chose que je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que le fait d'être présent physiquement à la préfecture, parce que j'étais électeur. Tu as entendu des choses. J'ai entendu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu des embrassades. J'ai vu des accolades. Tu m'excuses, mais ça confirme ce que pensent beaucoup de citoyens, que la politique, c'est un manger cochon. Ça fait complot. Tu vois, ça. Mais... Alors, l'argumentation politique de Chamas est imparable. C'est que, contrairement à ce que dit Macron, c'est une politique de droite néolibérale. Bon, alors, c'est une politique en faveur du grand capital, les choses par leur nom. Et concernant l'outre-mer, c'est une politique qui a consisté quand même à diminuer les crédits. On parlait de question de volonté politique, les collectivités, etc. Mais la réalité, c'est que depuis quelques années, quand on prend le budget de l'outre-mer et les autres budgets qui se coagulent, parce que ce n'est pas seulement le budget du ministère de l'Outre-mer. Le budget de l'Outre-mer, c'est le budget du ministère de l'Outre-mer, mais tous les autres budgets. Un dixième des interventions de l'État. Bon. Quand on prend ce budget, il a diminué. Autrement dit, un des éléments du marasme économique que nous subissons, par exemple, l'eau, je veux bien, il y a de mauvaise gestion. Mais nous avons besoin de 600 millions d'euros pour refaire nos réseaux d'eau. Mais on n'a pas l'argent, hein. On n'a pas de l'argent, hein. OK. Bon, par conséquent, M. Buval a quelque part, je dis les choses tellement, il a trahi les intérêts de la Martinique. Voilà. Bon, très bien. Enquête INSEE, panorama de la pauvreté. Alors, je suppose qu'on n'aura jamais le temps de faire tout ça, mais panorama de la pauvreté en Martinique, une diversité de situations individuelles et territoriales. Et moi, j'ajoute à ça, si vous pouvez m'expliquer déjà, hein, quand je vois que la guerre en Ukraine, on trouve des millions, on trouve combien de millions à donner, on envoie... J'entends ça régulièrement, ça s'est un peu calmé, mais j'entendais... on a voté tant d'argent pour l'Ukraine. Les États-Unis, l'Angleterre, partout. Comment on peut envoyer de l'argent en Ukraine et nous avons en Martinique des gens qui crèvent de faim? Moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser d'abord cet argent disponible à envoyer dans d'autres pays, à l'utiliser d'abord pour les gens de chez nous, quoi? Mais bon, c'est un truc personnel. Alors, enquête INSEE, qui est-ce qui commence? Bébé encore sous le coup de l'émotion pour Trinité, on va la laisser respirer. Voilà, non, ça me dérange pas. Je veux bien. J'ai appris des choses. 44 300 ménages sur le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 27% de la population. C'est énorme, dont 32% des enfants. Ce sont des chiffres qui sont 2 fois supérieurs à la France. Donc, comment peut-on être de droite? Et je vais faire... comment ça s'appelle? C'est une répétition. Ça s'appelle comment déjà? Non, quand tu répètes exprès. Vas-y, dis. Voilà, alors... Vas-y, fais-le et puis... Oui. Ça va venir, ouais. Notamment dans le Nord, avec 30% des ménages pauvres. Comment peut-on être de droite? Et 26% pour le Sud et 24% pour le Centre. C'est-à-dire qu'au Nord, on est plus pauvre que dans le reste de la Martinique. Comment peut-on être de droite? Il y a des familles, alors, il y a familles monoparentales, les personnes seules, les jeunes adultes qui sont les plus touchés, et avec aussi, bien évidemment, les personnes de plus de 75 ans.
Parce que les retraites paient mal. On commence à travailler. Michel a l'habitude de dire ça ici. Ça n'est pas possible qu'on ne se souvienne pas. On commence à travailler très tard en Martinique pour des salaires de misère. Quand on arrive à la retraite, c'est avec parfois 500, 600, 650 euros. Comment peut-on être de droite? C'est en fait ça. Et ce que je veux dire, c'est le panorama est gravissime. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la forêt guyanaise participait à l'absorption de plusieurs dizaines, centaines de millions de gaz à effet de serre pour la France, et que les étendues maritimes aussi, la zone économique exclusive, la masse océanique participe à l'absorption du CO2 produit par les usines françaises. Et aujourd'hui, pour le GIEC, le Groupement international d'études sur le climat, il faut absolument que les États, notamment industrialisés, fournissent la possibilité donc de racheter leur production de CO2. Donc nos territoires contribuent à la possibilité pour la France de produire industriellement, et donc on a la possibilité avec ces territoires-là, la Guyane et puis la zone économique exclusive des, entre guillemets, de Rome, comme donne la possibilité à la France d'être efficace industriellement. Alors que la Chine achète ces droits-là. Il y a des États qui achètent ces droits-là dans d'autres États. Droit de polluer. Droit de polluer, voilà. Merci pour la formule qui n'est pas très heureuse. Droit de polluer. Donc, nos territoires ont contribué à la richesse française. Et je ne vois pas l'État français et le gouvernement français être reconnaissants vis-à-vis de ça. Voilà. OK. Michel? Alors, cette étude de succès... Enfin, pardon, une anaphore. Une anaphore. Répétez. Désolé. Cette étude est fait suite à beaucoup d'études de ce type, mais l'originalité de cette étude, c'est que elle ne se contente pas de donner un taux de pauvreté, elle analyse le taux de pauvreté, comme tu l'as dit, suivant les territoires. C'est-à-dire que, par exemple, on a un taux de pauvreté plus fort dans le nord, un taux de pauvreté moyen dans le centre, et un taux de pauvreté plus bas dans le sud. Bon. Mais en plus, nous allons publier ça dans Justice la semaine prochaine. Bon, je ne sais pas si on peut voir ça ici, mais en fait, on a en plus quelque chose de nouveau. Les statisticiens ont fait un travail assez remarquable. C'est qu'on a le taux de pauvreté par commune. Par exemple, on sait que la commune la plus pauvre de la Martinique, c'est Grand-Rivière, un taux de pauvreté de 35%, alors que le taux de pauvreté moyen de la Martinique est de 27%. Bon. Je ne vais pas décliner tout. Et puis, on a également un taux de pauvreté, on voit bien comment l'influence de l'âge sur le taux de pauvreté. L'influence des familles, les familles monoparentales, la dimension des familles. Bon. Et donc, il y a dans cette étude des éléments intéressants pour des gens qui voudraient mener une politique de réduction des inégalités sociales. Alors, je vais quand même répéter quand même une chose, qui est un truisme. Vérité d'évidence banale. Qui est une évidence banale. Il ne l'a pas dit ça. C'est que les inégalités, c'est consubstantiel au système capitaliste. Nous ne découvrons pas en 2023 comme un régime capitaliste et colonial. Bon, il y a des inégalités en Martinique très fortes qui viennent à la fois du système économique et puis de l'histoire économique de la Martinique. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas par hasard que, par exemple, que dans le Nord, où il n'y a comme culture, monoculture, que la banane, que par hasard, c'est dans le Nord que nous avons les taux de pauvreté les plus élevés. Bon. Donc, ceci est une réalité. Et puis, le dernier point que je voudrais évoquer... Attends, tu parles de la banane dans le Nord? Oui.
C'est pas ce fruit-là qui rapporte beaucoup d'argent à ceux qui possèdent ça? Bien sûr. Mais il faut le dire parce que les gens savent peut-être pas. Et c'est dans cette partie de la Martinique aussi que le taux de chlordécone est le plus élevé. Bon, que la pollution est le plus élevée. C'est dans cette partie que où il y a le plus d'eau, mais l'eau part dans le sud. Et il se trouve que dans le nord au Lorrain, assez paradoxalement, il y a une pénurie d'eau. On dit en créole cordonnier mal chaussé. Exactement. Exactement. Ben, il y a des inégalités. Bon, ce qui permet à certains de spéculer en disant je suis le défenseur du Nord et c'est pour ça que je vote pour Macron. Non, mais je fais un lien. Mais je suis obligé de faire un lien. La démagogie. La démagogie. Je défends le Nord. Ok, bon. Et puis quand vous débat Macron. Ouais, ok. Vas-y, donne des noms. Bon. tu vas donner. Je pense que là, c'était assez évident. Le dernier point. Là, il est identifié. C'est pas utile. Le dernier point, quand même, ils sont c'est que cette étude dit une chose intéressante et qui doit amener une réflexion, qui a été dit déjà ici, sur les politiques publiques, c'est que sans la redistribution, c'est-à-dire sans le RSA, sans les minima sociaux, parce qu'il y a une partie de la population, cette étude montre qu'il y a une partie importante de la population martiniquaise qui ne vit que des minima sociaux. Bien. Eh bien, sans cette politique de minima sociaux, eh bien, nous aurions un taux de pauvreté de 40%. Alors justement, on va et non pas de 27%. Juste une petite phrase sur ça, puisque la directrice en parle dans son sommaire. Est-ce une bonne idée de conditionner le RSA à des heures de travail? C'est deux sujets différents, d'accord. Oui, mais c'est lié. Enfin, c'est lié. Bon, par rapport à ce que tu disais là... Bon, je te donne mon point de vue. Le RSA a été créé par un ministre socialiste. Je sens que tu t'écartes pour prendre de l'île, pour dire. Rapproche-toi du micro plutôt, s'il te plaît. Bon, mon cas rapproche, je vais pas être long quand même. D'accord. Deux mots. Parce que c'est un sujet à lui seul qui mériterait un débat. Bon, le RSA, c'est le petit-fils du RMI, Revenu Minimum d'Insertion, qui a été inventé par Michel Rocard. Bon, on s'est rendu compte. Ancien Premier ministre. Bon, on s'est rendu compte dans les années 80, 90, que le système capitaliste, malgré tous les efforts de redistribution, créait quand même de l'inégalité. Bon, par conséquent, on a créé le revenu minimum d'insertion. Et puis, après, on a créé, et on a appliqué ça, comme d'habitude, sans se poser de questions, on a appliqué ça dans les départements d'outre-mer. Alors, là où il y avait de l'emploi, de l'activité, et on pouvait espérer, en faisant des politiques d'insertion, inciter des gens qui ne vivaient que du RMI à s'insérer dans l'emploi, ou à ce que le RMI ne soit qu'un mouvement dans la vie d'un salarié, en Martinique, en réalité, c'est des gens qui vivent essentiellement de ça, parce qu'il y a très peu de possibilités d'insertion vu la faiblesse du tissu économique. Okay. Bon. Donc aujourd'hui, le RSA, c'est 607 € par mois pour une personne seule et sans enfant. Est-ce que vous croyez, là, le minimum de pauvreté, le seul minimum de pauvreté est de 1120 €. C'est-à-dire que c'est la moitié. Donc, est-ce que vous croyez qu'avec 600 €, on peut vivre comme ça? Donc ça développe une économie souterraine aussi, hein? Mais bien sûr. Philippe? Oui, alors, deux grandes observations. Sur le taux de pauvreté, effectivement, les chiffres sont frémissants. Effectivement, 39% des ménages de retraités, 32% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté. 45% de jeunes de moins de 30 ans.
il y a là des choses extrêmement graves qui se produisent. J'insiste. Chaque fois, on prend les chiffres, on les prend, on les ressasse, et on en parle, et on en rediscute, et on en fait de nouveau. Mais que fait-on pour corriger ça? Là est le problème. Et je vais choquer certains de mes camarades, je pense. Bravo, papy. Tu ne sais pas encore, tu ne sais pas ce que je Bravo, veux dire. papy, pour ce que tu as déjà dit. Merci, ma bébé. Ce que je veux dire, moi je travaille là-dessus avec Des j'ai sommités. vu Garcin Malsa sur le MIR, le Mouvement international pour la réparation. Ce qu'a dit Michel, là, nous nous trouvons dans cette situation notamment par rapport à l'histoire et par rapport à notre traitement, ce qu'on a reçu comme traitement. Donc, il ne faut pas hésiter, puisque les choses s'éclairent, elles s'ouvrent, il y a de nouvelles visions, la justice va un peu dans notre sens. Et pourquoi pas pas travailler sur ce concept de réparation et ce concept aussi de richesse que nous apportons pour pouvoir effectivement sortir de cette situation-là. Mais pour sortir de cette situation, il faut que nos politiques aient des projets. Je ne vais pas de ce côté-là par efficacité, mais je n'obéis pas à tout. Il faut avoir une vision, il faut avoir des projets. Et si nous ne l'avons pas, nous n'arriverons jamais. J'ai cru que tu allais dire que nos politiques est autre chose que projet. Jamais entendu un autre mot. Alors, on va dire nos politiques, certains dans nos politiques. Oui, certaines de nos politiques, c'est vrai. Oui, absolument. Tu es trop bien Je éduqué corrige. pour dire ça. Oui, absolument. Mais Sinon, je suis de plus en plus révolté, alors je ne contrôle plus les choses. Bon, mais là, sur le RSA et sur l'obligation d'activité, j'avoue que il a donné les chiffres, c'est 607 €. Non, mais alors, je dis. Alors, effectivement, dans l'idéal, donner de l'argent sans activité, sans rien faire en échange. Alors, effectivement, ça peut apparaître comme étant juste. Mais en fait, alors, à mon avis, cette obligation d'activité serait absolument humiliant vis-à-vis de cette personne qui ne touche que 607 €. Et puis, de façon autoritaire, on dirait à cette personne d'aller dans telle collectivité, je ne sais pas quoi faire, ou dans tel organisme pour faire telle chose. Il y a quelque chose d'insupportable à cela. Et c'est vraiment, je trouve que cette conception-là est véritablement barbare. Rappelle-moi qui est à l'origine, quel gouvernement est à l'origine de cette décision? C'est la droite, non? C'est Macron. Comment tu appelles? Okay. Oui, mais vous dites, effectivement, Oui. mais bien sûr, Alors, mais ce projet va loin. Mais c'est inhumain, c'est barbare. Je voudrais dire juste une chose. Lorsque vous montez ou descendez sur la route des religieuses, pas très loin de Zouk Télévision, et vous regardez tous les matins des gens qui viennent chercher à manger là. Il y a une société qui donne à manger là. Ouais. Franchement, quand tu montes là et que tu vois ça, ça te fait réfléchir. C'est quelle et société? pas seulement réfléchir. C'est quelle société? Je pense que c'est religieux, mais je ne sais pas laquelle. Donc je ne veux pas dire. C'est pas Saint-Vincent-de-Paul, quoi. Non, non, là c'est autre chose. Le Secours catholique. C'est sûrement le Secours catholique ou encore c'est religieux. Mais quand tu vois ça, le nombre de personnes qui sont là à attendre pour avoir quelque chose, une substance. Il y avait un reportage poignant, c'est la mère de Basse-Pointe qui faisait la visite. Madame Casimirius. Madame Casimirius qui visitait ses administrés, notamment les gens âgés. Et vous voyez la situation. Il y a des situations qui sont véritablement dramatiques. Et elle apportait un certain nombre d'éléments à ces gens-là. Mais je crois qu'il faudrait aussi faire en sorte que l'on recherche ces gens âgés qui souvent se cachent, car la dignité est telle qu'ils n'osent pas se montrer. Ok ? Et souvent, il y en a qui ne peuvent pas bénéficier de leurs droits. Oui, je crois que bébé, tout c'est parce qu'elle veut parler. Excuse-moi, bébé. Alors, non, c'est là, c'est encore la Trinité qui m'étouffe. C'est l'émotion. Ah bon? Oui, ça m'étouffe. Respire. Allons-y. Non, j'ai du mal à... Oui, j'ai un chat. Juste, panorama de la pauvreté en Martinique. Alors,
avez oublié que lors de notre première, je vous avais annoncé cette enquête, vous disant qu'il y aura une enquête spéciale qui sera faite en Martinique. Pour information, elle n'est faite sur aucun autre territoire d'outre-mer, parce qu'en l'occurrence, en Martinique, il y a eu la possibilité pour l'INSEE de récolter des données. Et c'est ce qui a permis, en effet, il n'y a pas la même étude pour la Guadeloupe, il n'y a pas pour la Guyane, il n'y aura pas pour la Réunion. La Martinique a été exceptionnellement productive en données. Et du coup, c'est pour ça que c'est le seul territoire dit d'outre-mer, ou pays, moi j'aime bien dire pays des océans, qui aura eu la possibilité. Pays des océans, c'est mignon. Voilà. Qui aura encore une idée qui va... N'oublions pas que c'est... Hein, non, c'est pas... Non, une idée qui est énoncée ne nous appartient plus. Donc c'est cadeau. Droit d'auteur. Mais nous actons que c'est toi. Nous actons quand même. Nous actons. Bon, alors... Juste sur ça, on ne va pas refaire, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a du détail, mais que ça ne change pas de tout ce que nous avons déjà dit sur le plateau. On est à peu près dans les mêmes taux, on a juste le détail du territoire, mais c'est ça qui est grave. C'est qu'en plusieurs années, ça ne change pas, ce qui veut dire que les politiques de l'État macroniste, à l'endroit, les grands plans de pauvreté, ça ne marche pas chez nous. Ça ne marche pas chez nous. OK ? C'est ça que ça veut dire, parce que la pauvreté s'aggrave. Pire, vous voyez, la semaine dernière, j'étais un peu agacée, je disais que la Martinique est malheureusement hostile aux jeunes et aux personnes âgées. C'est encore la preuve. Les premiers touchés sont les jeunes, les personnes âgées, les foyers monoparentaux, donc les femmes, les gens du Nord. Le capitalisme. Non mais, tout à fait. Non mais, malgré tout, ça fait de notre territoire un territoire hostile pour les jeunes et hostile pour les personnes âgées, qui ont des très faibles revenus et qui vivent. Parce qu'on parle de pauvreté. Alors, pauvreté, on le redit, seuil de pauvreté, 1120 €. Donc, on considère à l'échelle France. N'oublions pas qu'en plus, c'est calculé à l'échelle France. Qu'avec quand on est en deçà de 1120 €, on est pauvre. Mais si on devait rajouter une variable de regard sur la question des prix, et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est plus à 38, mais qu'on est plutôt à 48, voire à 60% d'écart entre les prix France et les prix Martinique, je peux vous assurer qu'on comprendrait que 1120 € en taux de pauvreté en Martinique, c'est de la blague. D'accord ? Bon, alors, sur le RSA, tout ça pour dire qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter plus longuement, mais la réalité, c'est qu'il faut donc mettre des politiques publiques qui sont de nature à sortir les gens de la pauvreté. Pour les jeunes, c'est donc de l'activité, ok ? Pour les personnes âgées, c'est de l'accompagnement. Et Charles le disait tout à l'heure, à la différence de beaucoup, parce que les gens disent, du coup, ah ouais, les moulins qui a touché le RSA, qui a touché l'agence en fait rien. Vous voulez vivre avec 600 €? Moi non. Ok? Faut qu'on arrête de penser que les moulins qui vivent puis 600 €, c'est des pagnas qui roulent en gros loto et tout ça. Ah, les moulins qui touché le RSA, mais Yonique à l'Anstat. Oui, mais vous êtes partis 3 fois en croisière, 2 fois à Paris voir vos petits-enfants. D'accord? C'est ça la différence. C'est-à-dire que le seul voyage que certains ont, c'est celui qu'ils font avec leurs yeux devant leur télé. D'accord? Donc je crois qu'il faut qu'on fasse. Michel a raison de reparler des grands principes qui nous ont permis de construire notre conscience politique. Et qui sont ceux, notamment, du capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'évidemment que le système crée des pauvres. Évidemment, quand on parle du capitalisme, et donc d'un système où il y a des gens qui accaparent les richesses, on vous dit 68%, les gens sont 68% plus riches, les riches sont 68% plus riches depuis que Macron est ici. Mais s'il y a 68% plus riches, c'est qu'il y a des gens qui sont plus pauvres. Ou il y a des gens qui, de toute façon, par définition, doivent rester pauvres pour que les gens s'enrichissent. D'accord ? Bon, alors, quand on dit aux gens revenus RSA, c'est revenu de solidarité active. Dans ce revenu de solidarité active, il faut donc faire la preuve de ce que vous n'avez pas de revenus d'activité professionnelle. C'est souvent, en tout cas, un certain niveau de revenus. OK ? Bon. 2, on vous doit l'accompagnement par l'insertion professionnelle. On vous la doit, ça fait partie du contrat. Donc ça veut dire que yoke dit les moulins, allez faire formation, allez mettre tes cosottes dans des chantiers d'insertion et en plus donner gratos 15 heures de boulot. Mais de qui se moque-t-on ? À qui on demande ça ? À qui on demande quand on donne le CICE aux entreprises, soi-disant pour maintenir l'emploi ? C'est des milliards.
des milliards. On leur demande jamais de justifier. Et puis là, on demande aux gens qui sont déjà dans la misère de justifier le peu de solidarité qu'on a avec eux, singulièrement dans nos territoires où on sait très bien qu'il sera très difficile, puisqu'en plus on est avec des gouvernements capitalistes, de les insérer par l'emploi. On leur dit, vous allez travailler gratos? Non. Très bien. Faut qu'on arrête. On a fini, mais je voudrais quand même... Oui. Je ne me suis pas exprimé dessus, mais c'est pas grave. Ah ben vas-y. Non, je vous laisse juste dire que je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas rémunérer le surfeur. Mais il n'y a pas de surfeur. C'est ça, en fait. Les gens pensent que toutes les personnes qui ne travaillent pas sont des surfeurs, quoi. Deuxième élément, je rejoins Béatrice et Michel pour dire qu'ils croient en l'infaillibilité du marché. C'est-à-dire que le marché va permettre à tout le monde de trouver un emploi. Mais c'est complètement faux. Complètement faux. Il y a une délocalisation massive des emplois. Il y a des salaires de misère qui sont donnés, il y a des travaux en horaire décalé, avec impossibilité pour les salariés qui travaillent la nuit de rentrer chez eux. Enfin, il y a des difficultés en Martinique qui sont terribles du point de vue de l'employabilité. Et ce que disaient Béatrice et Michel est d'autant plus vrai qu'il y a effectivement une distorsion entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Ça veut dire que c'est l'État qui doit faire un matching et de manière à faire un GPEC, une gestion des emplois et compétences, de manière à faire que, eh bien, on forme des gens pour des emplois qui sont disponibles. C'est pas la faute du chômeur s'il ne trouve pas un emploi, puisque ce sont des gestions qui sont macroéconomiques. Et puis je voulais quand même apporter au débat l'information selon laquelle, en Seine-Saint-Denis, la mesure était tentée de demander de travailler. Figurez-vous que, je ne me rappelle plus quelle édilité, mais le coût de la mesure, s'il était généralisé, représenterait entre 360 et 513 millions d'euros annuels pour le département pour contrôler cette activité-là. Autrement dit, vous mettez en place une sorte de poudrière qui fait qu'il faudra contrôler que ces personnes fassent entre 15 et 20 heures de travail par semaine. Ça va coûter quasiment l'équivalent de ce qu'on distribue comme RSA. Donc, il faut arrêter les blagues. Et c'est ça, en fait, c'est ça. Toujours accuser ceux qui n'ont pas. Toujours accuser ceux qui n'ont pas. Alors, très rapidement, Grégory, on a bien compris. Passons les images de la vidéosurveillance des coups portés à Édipe par 4 policiers dans la nuit du 1er au 10 juillet à Marseille, où cet enfant cassé complètement et où il disait qu'il ne comprenait pas. Est-ce que tu as les images, s'il te plaît, le son? Eddy vient donc d'être touché à la tête par le LBD. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin, à l'angle de la rue. Christophe, l'auteur du tir, le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards, loin de secourir Eddy, Boris le fait tomber à terre. Et avec 2 de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing. Eddy se relève. Le policier Gilles lui donne un dernier coup de pied, comme le montre aussi cette vidéo tournée par un témoin. C'est ce jeune il a perdu une partie de son crâne, je crois. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça? On n'avait pas d'image, on ne savait pas. Bon, enfin là, c'est clair. Alors, je voudrais aussi très rapidement dire 2 mots sur cet envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à établir l'ordre là-bas en Haïti? Tu es éthiopien tellement, kenyan tellement. Mais non, mais en fait, la réalité, vous savez, c'est quoi? C'est que ces missions-là sont des missions rémunérées. Donc vous avez un certain nombre d'États qui, pas parce qu'ils connaissent très bien les territoires, mais surtout parce que c'est bien rémunéré, ont décidé d'y envoyer des forces. Il faut quand même le dire. Bon. Mais j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui viennent d'Afrique ou de certaines... Oui, non, là, c'est les Kenyans qui ont décidé de se positionner en tout cas. Mais n'oublions pas aussi ce qui s'est passé avec les Américains. Choléra, vol, viol, détournement. Les hindous. Non, c'est pas les Américains. C'était les hindous. Non, mais il y avait eu un problème avec avec le choléra, il y avait eu là. Enfin, en tout cas, avec de l'apport de forces étrangères, il y a eu quelques problèmes et quelques dérives. Alors, Michel. Voilà. Non, moi je suis quand même... Je pense que... D'abord, j'ai suivi le débat à l'ONU. Il y a un certain nombre de précautions qui ont été demandées pour le respect de la souveraineté d'Haïti. Et je crois quand même que, devant la situation, le nombre de
de personnes qui sont à la misère, le nombre de personnes qui ne vont pas à l'école, le nombre d'assassinats, à un moment donné ou à un autre, pour que la démocratie puisse fonctionner, que les Haïtiens puissent retrouver une souveraineté, faire des élections dans des conditions. Il y a une condition indispensable, c'est de ramener la sécurité. Bien. Alors, j'avais aussi une interrogation, c'est que j'ai entendu lors de la plénière, Charles. Oui. Tu vas me dire aussi c'est ce qui s'est passé. J'ai cru entendre M. Boutrin dénoncer un média qui a un journaliste ou une journaliste qui ne filme, qui fait des débats que pour un parti politique. Est-ce que c'est vrai? Mais il n'a pas nommé. Il n'a pas nommé la journaliste. Il s'est emporté en disant qu'il y avait. Mais pourquoi dire sans dire qui? Je pense que déontologiquement, il a voulu se préserver. Hein, c'est un juriste. Hein. Et donc, il a parlé. On peut vérifier, il y a possibilité de vérifier. Il a parlé d'une journaliste qui était inscrite sur une liste. La liste PIA. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a parlé de PIA. J'ai pas entendu. Il n'a pas nommé. Enfin, bon. J'ai cru entendre PIA. Et il a donc dit, il a expliqué que cette journaliste était, disons, très prompte à réagir quand il s'agissait d'un parti politique et pas des autres. Maintenant, je n'ai pas entendu. Et elle est sur la liste de ce parti pour les élections. Je t'avoue que je n'ai pas cherché pour te dire la vérité. Non, mais c'est ce qu'il a dit, M. Boutrin. Ah oui, c'est pour ça que je dis pourquoi il n'a pas été plus explicite. Il laisse aux journalistes sagaces que tu es le soin d'aller chercher l'information. Moi, j'ai pas été chercher l'information. Mais tu l'as. Mais tu l'as. Il est toujours au Grand Assemblée ou ça y est, c'est passé de notre côté, non? Il n'est plus. Il n'est plus, d'accord. La question est innocente. Bien sûr. Mais comme d'habitude. D'ailleurs, c'est Daniel Marissante qui l'a dit. Ça vient de la bouche de Daniel Marissante. Oui, dans une émission dernièrement, je crois que c'était à la radio, oui, en radio. Sur, RLDM Non, c'était sur RCI. RCI. Tu vois, t'es mon Daniel Marissante. Je suis pas mon Oui, il a dit que certains ont pris le parti de passer l'arme de l'autre côté, et donc il s'était auto-exclu du groupe, et que voilà. Alors, dès lors que... Bon, et que d'ailleurs, dans l'Assemblée même... Il n'a pas changé de place. Hein. Non, mais il a dit que dans l'Assemblée, même les votes qui étaient... que les votes étaient concertés et que cette personne ne participait plus aux concertations. Dès lors qu'il y a, j'ai envie de dire, la possibilité de proposer ses facultés intellectuelles pour aller dans le sens de la construction du pays Martinique, moi je ne trouve pas que c'est une trahison. C'est mon point de vue. Bon. On n'a jamais parlé de trahison ici. Hein. C'est peut-être... Simplement qu'il a fait allégeance à notre parti. Ah non, je ne sais pas. Je dis simplement qu'il y a des contributions intellectuelles qui sont bienvenues. C'est Daniel Marissante qui a dit ça cette fois-là. C'est ta question bien d'autre. Celle-là, c'est une question qui... Personne non, mais bon, il est certain que chacun suit la voie qu'il estime devoir suivre. Maintenant, ceci dit, jusqu'à présent, j'entends Boutrin dire... se réclamer du Grand Assemblée. Hein. Il dit même qu'il est un des fondateurs du Grand Assemblée. Du Grand Assemblée. Hein. Du MIM? Non, du Grand Assemblée. Du Grand Assemblée. Mais oui, il est écologiste. Martinique écologie. Ouais, non, il est... Alors, soyons clairs. Boutrin dirige le parti Martinique écologie. Okay. Martinique écologie est membre d'un regroupement de partis qui s'appelle le Grand Assemblée, où il y a le MIM, le PC... Palima, etc. D'accord. À cette date, sauf information contraire, malgré les propos de Marissante, Boutrin dit « Je suis non seulement toujours membre du Grand Assemblée, mais je suis un fondateur du Grand Assemblée. » Mais Daniel Marissante, à quel titre? Parce que je l'entends dire tout le temps chef de file du Grand Assemblée. Daniel Marissante est le chef du groupe du Grand Assemblée à la CTM. Donc, ce que Bébé disait, c'est si le chef de file dit ça, sur RCI, oui. C'est pas Radio Boîte à Patate. Hein. Oui, non, mais c'est... Bien, très bien. Bon, c'était une petite info comme ça, parce que j'ai entendu ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu surpris. Nous sommes en octobre et je vois que Bébé a à son mignon poignet
une petite ficelle rose. Tu peux montrer ça à la caméra. C'est de Non, là, l'autre je l'ai côté. pas. C'est de l'autre côté. Non, c'est pas Ah, ça. j'ai cru que je l'ai c'était pas. le truc Mais d'Octobre non, Rose. c'est pas D'accord. celui-là. J'en ai un beau que je vais mettre la prochaine fois. Voilà. Oui. Mais par contre, je cours. Tu cours. Ah. Oui, il faut- Et j'étais en pink. Vous avez les photos? Moi, j'ai vu. rose. J'ai entendu Madame Chilan, c'est ça? Oui. Nathalie Chilan hier soir sur RFO. Vraiment, je crois que c'est pour ça que j'en parle ce soir, pour dire aux gens qu'il ne faut pas anticiper. C'est un très beau combat. Ah oui, c'est un combat incroyable. Et puis, elle a donné beaucoup d'explications. Beaucoup de choses qu'on ne savait pas, que je ne savais pas. J'ai une suggestion et je crois que ça avait déjà été débattu. Les femmes se sont beaucoup organisées, très bien organisées sur la question du cancer du sein singulièrement, du cancer en général, mais du cancer du sein. Octobre Rose, c'est la question du cancer du sein. Il faut répéter aux femmes qu'il n'y a pas de honte à se palper, à aller chez Mais le est-ce que le médecin, mari peut solliciter. palper? Oui, Il a le oui, droit bien de sûr, palper? bien sûr, D'accord. bien sûr. Bien sûr, parce que l'autopalpation, c'est pas si évident que ça, faut le dire. Hein. Et puis, on n'a pas obligatoirement toujours, lorsque c'est pour soi, on n'a pas obligatoirement la même sensibilité, on le voit bien. Même en se faisant coiffer, tu te brosses les cheveux, t'as moins mal que quand c'est quelqu'un qui te le fait. Bon, et ben la palpation, c'est un peu la même chose. On a tendance à moins sentir lorsque c'est soi que c'est l'autre, donc pourquoi pas solliciter le conjoint, mais il faut le faire assez régulièrement. Mais j'ai envie de dire, en ce mois d'Octobre Rose, parce que nous, femmes en tout cas, nous avons réussi, à faire venir tout le monde, dont les hommes, sur ce combat, mais qu'il y a un vrai combat à mener en Martinique, peut-être associatif, qui est celui du cancer de la prostate. Et je crois, alors il y a octobre, du coup il y a novembre bleu, je crois, qui est normalement celui de la prostate, mais je crois qu'il y a tout intérêt aujourd'hui à ce que les hommes aussi montent des associations pour accompagner, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le corps de l'homme lorsqu'il a atteint du cancer de la prostate, qui ne sont pas obligatoirement faciles à vivre. Et aujourd'hui encore, et je veux répéter à quel point la question du soin est importante, la question de l'offre de soins est importante, parce qu'aujourd'hui encore, un oncle à moi, et je le salue, Serge, s'est retrouvé avec des difficultés de rendez-vous à l'hôpital. J'appelle les gens qui sont en face des malades à faire preuve de la plus grande humanité, parce que lorsque vous faites face à un cancer et que vous vous retrouvez avec des personnes qui manquent fondamentalement d'humanité, de bienveillance et presque d'empathie, c'est compliqué. Et on a des hommes qui peuvent pleurer parce qu'ils sont face à eux-mêmes, face à la maladie. Et je crois qu'il y a tout intérêt à ce que des associations d'hommes se montent pour accompagner ceux d'entre eux qui souffrent du cancer de la prostate. Voilà. Et Nathalie Chilan disait hier soir. Mon médecin, qui est un vieux médecin martiniquais, me disait que si les Martiniquais changeaient leur attitude à l'égard du toucher rectal, parce qu'avant de faire les analyses, le toucher rectal supprimerait la moitié des cancers. Oui, parce qu'on fait un Il y a PSA. une attitude de refus Oui. du toucher rectal. Mais enfin, maintenant, il y a des nouveaux examens qui permettent de toute façon très rapidement d'avoir le diagnostic. Il y en a un vœu en juillet, j'ai été en faire. Voilà. Et parce que. Un toucher rectal. Oui, oui, tout à Parce fait. que. C'est la meilleure des méthodes. Jusqu'à La meilleure des maintenant, méthodes. c'est la meilleure, la plus efficace des méthodes. Oui. C'est la plus pour la efficace. prostate. Un médecin expérimenté, non seulement il voit la grosseur de l'adénome, la consistance, Absolument. la consistance aussi. Il ne suffit pas que ce soit gros. Parce que lorsqu'on fait une prise de sang, une sorte de PSA, C'est pas la même chose. c'est peut pas la avoir même une erreur. chose. Il peut y avoir des erreurs. Donc, il peut y avoir des erreurs. voilà, c'est c'est déjà ça. prouvé. Et ça. c'est vrai que les hommes ont ce petit souci. Et la que périodicité, c'est en général 2-3 ans. Hein. À partir de 60 ans, c'est plutôt 2 ans. Oui. Ouais. Non, mais vu qu'on a quand même le record mondial des cancers de la Oui, prostate, bien sûr. ça aurait quand même du sens qu'il y ait des structures Je ne vois pas la d'accompagnement. difficulté à se soumettre à ce genre d'examen, vraiment. Toi, oui. Non, Mais c'est vraiment déjà pas. Non, mais le cancer, enfin, faut le dire quand même. que Il y a tu des vas hommes voir, qui il y a un refus. ont peur de quand refus. ils apprennent ça, Le qui ont peur de vaccin, souffrir d'incontinence, qui ont tout peur est- de souffrir de la perte de la virilité. On Enfin, nous dit il y la a quand vérité. même- On nous dit la oui. vérité. Les messieurs ne veulent pas faire de toucher rectal parce que c'est Macoumer qui a fait ça. C'est on dit Il la faut vérité. comprendre que bon, Non, mais c'est ça. Il y a une espèce C'est dans l'imaginaire. d'imaginaire Non, mais- qui... non. Alors j'ai entendu d'autres Alors, il y a de personnes. plus en plus d'hommes qui sont susceptibles d'accepter. Alors, c'est ce que tu veux dire. J'ai entendu, J'essaie de l'interpréter. et là c'est une plaisanterie qui a Ouais. été dite à un certain moment, mais j'ai entendu d'autres dire, on va pas aller faire ça parce qu'on va pas aller pour un MSA. Donc ça c'est une On va pas aller pour plaisanterie. qui ça
Ah, il parlait un main ça, il parlait. Il parlait pour un groupe à état là. J'avais pas Là, été aussi c'était une loin. plaisanterie. C'était une plaisanterie que j'ai entendu quelque part. Voilà. Bon, c'était important de parler de ça parce que Nathalie Chilin, vraiment, bravo. Bravo à Amazon, bravo à Amazon, Matete, à toutes ces femmes qui se battent. bravo à l'Union des c'est femmes, franchement- bravo, voilà. Ouais, les femmes, pour Bravo. ça, ouais, vous attendez à faire autres. Ouais. Mais elles défendent toutes les causes. Hein. Oui, Tu as vu oui. comme Mais elle a c'est- plaidé pour la mais cause bien de sûr. nous malheureux Bien qui sûr. pleurons parfois, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Les- Oui. Il faut mais le dire aussi. je le dis, enfin là tu machin, mais je le dis avec beaucoup de tristesse Oui, c'est parce qu'il a fallu faire énormément de choses aujourd'hui, entre aujourd'hui et il y a 2 semaines, pour que mon oncle ait un rendez-vous. Il avait un rendez-vous, il arrive à l'hôpital, on lui dit que son rendez-vous est annulé. Ok. Quand tu es face à la maladie et donc à l'idée de la mort, il a fait la route, il arrive, on lui ferme la porte devant lui, et donc il faut quelque part faire jouer les connaissances, les machins, pour finir par avoir un rendez-vous. Ce matin, quand on a réussi à avoir un rendez-vous, il était très ému et son émotion n'est pas simplement due au fait qu'on l'ait aidé à avoir ce rendez-vous, mais c'est que c'est juste un espoir pour la vie, parce que ne pas l'avoir, c'était donc le renvoyer à quelque chose qui... Oui, mais D'accord. Bon, donc, mais j'espère que des associations d'hommes vont se monter et vont accompagner et vont peut-être structurer, faire comprendre aussi aux personnes qui abordent ces hommes qui ont l'air d'être forts et tout ça, que face à la maladie, on n'est pas... Non, voilà. mais elle pose un problème qui est énorme. Effectivement, c'est la difficulté d'avoir des rendez-vous, n'est-ce pas, au niveau du service de santé. C'est quelque chose véritablement de plus en plus difficile. Hein. Ouais. Et bébé, tu as dit quelque chose, on peut être un homme, mais on peut pleurer. Oui. Parce qu'on nous apprend quand on est petit, les hommes, les garçons ne pleurent pas. Loin de Thibault, Ça, là. Voilà, Pas pleurer, voilà, loin. pas pleurer. Oh, mais tu sais, les gens révoluent tellement. Oui. Moi, j'ai passé ma vie à pleurer. Voilà. Et ça fait du bien de pleurer des fois parce que... Cœur de c'est- ploum-ploum. Voilà. Mais moi, je te réponds, assez pleurer en nous lutter. Macho. Passez un excellent week-end à tous les Merci. quatre, à vous Merci. aussi qui nous regardez. Et puis, force et courage à toutes ces femmes. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci à Grégory qui nous met le générique de fin. Ah, pardon.